Hey, salut tout le monde, c'est Dogma, j'espère que vous allez bien. Désolé si de temps en temps j'ai une tête un petit peu bizarre. C'est pas 2025 qui m'a rendu débile, c'est un bon gros limbago. Donc si des fois je fais des grimaces un peu bizarres à des moments inopportuns, ne m'en veuillez pas. On se retrouve pour la vidéo des sorties solo de janvier 2025, la première de l'année, alors que le mois finalement il est pas mal avancé déjà, il y a déjà une semaine découlée dans le mois, puisque finalement ce premier vendredi du mois, donc le 4 je crois, ou le 3, eh bien, il n'y a pas de sortie de jeux de société. Les sorties des jeux commencent la semaine prochaine, à partir du 10 du coup. Si mes calculs sont bons, parce que j'avais sorti une petite feuille, mais je ne sais pas ce que j'en ai foutu, donc on va le faire un petit peu à l'ancienne. Il y aura finalement que très peu de jeux ce mois-ci, très peu de jeux solo. Les sorties sont encore un peu progressives, tant mieux. Il n'y aura pas d'énormes jeux, il n'y aura pas des grosses sorties fondamentales, mais il y aura quand même des trucs plutôt sympas. Je vous invite à suivre cette vidéo, et comme d'habitude, il y a un timer pour aller directement au jeu qui pourrait vous titiller la curiosité. Je fais juste un petit cut, je viens de me rendre compte que tout ce que j'ai tourné, la capture d'écran n'a pas fonctionné, j'ai juste 36 secondes de capture d'écran, donc vous me verrez parler devant un écran qui n'existe pas, je vais juste vous mettre des photos pendant la vidéo parce que j'ai la flemme de retourner les 45 minutes de vidéo, donc vous verrez des photos, peut-être que des fois je vais dire « Oh, j'arrive pas à trouver la bonne photo », alors que vous voyez une photo à l'écran, et bien tant pis, la magie du montage réglera un petit peu ces petits soucis, et puis je vous souhaite quand même une bonne vidéo. Ciao. Et bien on commence tout de suite, on va commencer du coup avec le vendredi 10 janvier, et le premier jeu qui sort cette année, c'est un des jeux qui devait sortir normalement fin décembre, mais il a été repoussé. C'est une nouvelle saison, il me semble que c'est la saison 3. J'ai un vieux doute, c'est en tout cas le nouveau packaging pour la nouvelle boîte de base pour Cthulhu Death May Die, un jeu édité par Cool Mini or Not, un jeu de Rob Daviau. Tiens, Rob Daviau est derrière, je n'avais jamais remarqué. Alors Rob Daviau, c'est, si je dis pas de bêtises, ce sont les Pandémiques Legacy, et puis c'est aussi du coup Unmatched, qui est une série que j'aime beaucoup. Et bien là, Cthulhu Death May Die, Fear of the Unknown, la peur de l'inconnu, c'est la saison 3, qui est une boîte de base, donc vous pouvez vous lancer directement sur cette boîte-là. Ça coûte, je crois, 90 €. Il y a une boîte qui est la saison 4, il y a une boîte d'extension qui ne peut pas être jouée toute seule, il faut forcément la boîte de base qui du coup est un peu moins chère, je crois que c'est 60 €, et puis il y a des grands anciens supplémentaires que vous pouvez acheter à l'unité. C'est de l'améritrage par excellence, vous êtes sur un plateau, vous allez déposer des tuiles et vous allez devoir lancer tout un tas de dés pour réussir à vaincre les petits moldus, pas les petits moldus, mais les petits monstres classiques, pour après essayer d'arrêter les cultistes, et bien sûr, généralement, on va tomber sur des gros méchants pas beaux. Il y a plein de plastique, ça peut être très moche si vous jouez sans peindre, ça peut être très joli si vous décidez de peindre. Qu'est-ce que cette nouvelle boîte apporte par rapport aux anciennes? Je pense rien d'extraordinaire, c'est juste des événements différents, des ennemis différents, des personnages avec des pouvoirs différents. Un jeu qui a quand même belle réputation, et il me semble que Cthulhu Death May Die, ça doit être au moins dans le top 30 de BGG. Bon là c'est 3277, mais c'est parce que c'est la nouvelle extension, ça se joue très bien en solo. Moi j'ai la toute première boîte que j'ai achetée à Karine de Carnet de Jeux, mais finalement je n'ai toujours pas pris le temps d'y jouer, ce qui est bien dommage d'ailleurs parce que ça aurait été le moment parfait que cette vidéo pour vous faire un micro-retour sur le jeu. Vous voyez, c'est pas très difficile à... il y a Eric Lang aussi dessus, disons qu'il y a du beau monde qui joue là-dessus. Il y a du beau monde. Ça aurait été le meilleur moment en tout cas pour vous en parler. C'est pas ultra compliqué, mais c'est des parties qui peuvent des fois être un peu frustrantes parce que vous pouvez vous faire rouler dessus en peu de temps, comme ça peut durer une vraie bonne partie de 3 heures. Parce que forcément il y a de l'aléa, c'est de l'améritrage, c'est du lancer de dés. Vous pouvez vous faire dégommer si vous n'avez pas de chance. Le nouveau microgame de chez Matago, le nouveau microgame solo, en tout cas il y a une paire de solos qui sont prévus pour cette année. J'ai sorti en début de semaine dernière plutôt, le son de pêche. Ça faisait 3 mois que je l'avais en stock et j'ai tardé à vous faire une vidéo, j'ai tardé en fait à y jouer tout simplement. Et il y en a un qui circule déjà sur les festivals depuis une paire de mois, donc vous avez été nombreux à déjà le posséder, il y a déjà des vidéos qui sortent dessus, mais officiellement sa sortie c'est là pour le 10 janvier, il s'agit de Ragemore, qui est donc un jeu qui est sorti au niveau des microgames, des Button Shine en VO en 2020, donc c'est plus tout à fait une nouveauté, il a 5 ans le jeu. C'est un jeu designé par Bojan Prakljačić et illustré par lui-même. Vous allez voir que c'est quand même plutôt sympa, il y a un design, ça se voit que c'est un peu de la... Alors le mec il joue dans le train.
très sympa. Je ne sais pas dans quel train il est pour avoir une sorte de chaîne hi-fi ou de télé incrustée dans le truc. Mais a priori, ça, c'est pas en France, hein, c'est pas du TER. Les cartes, vous voyez, hein, c'est toujours un microgame, donc il y a toujours 18 cartes, elles sont en fait recto verso, un côté méchant et un côté gentil. Vous allez avoir, et ben pourquoi pas, une zone qui est comme ceci, et globalement vous allez devoir essayer de tuer les ennemis, les affronter. Et pour les affronter, vous voyez que vous avez vos propres personnages qui ont des valeurs d'attaque, qui ont des icônes aussi, et donc vous allez pouvoir utiliser une de ces cartes pour aller affronter une des cartes de la rivière. Sauf qu'il ne faut pas qu'à un moment, normalement il y a deux, oui, ça va être, il y a deux rangées de cartes, deux piles de cartes. Si une de ces piles de cartes a 4 cartes dedans, c'est game over. Donc à vous de choisir lesquelles vaincre, lesquelles répartir, lesquelles utiliser pour les mettre dans votre main, pour améliorer un peu votre force, mais faire en sorte de pouvoir vaincre les adversaires, sachant qu'il y a une histoire où il ne faut pas qu'il y ait plusieurs icônes à la suite ou une connerie comme ça. Je vous avoue que j'ai regardé une vidéo la semaine dernière qui me semblait très claire, hein, le jeu a l'air assez simple à assimiler, mais j'ai déjà un petit peu oublié quelle était la particularité, à part que quand on recrute, quand on a réussi à vaincre un ennemi, on va le retourner pour faire apparaître le côté gentil qui va rejoindre nos forces. Rage mort, forcément, ça sera un achat direct, ça sera forcément une vidéo sur la chaîne aussi, comme tous les Mickey Game solo. Celui-ci a l'air d'être un petit peu plus original que la moyenne, en tout cas de par son thème qui peut nous laisser finalement ressentir une aventure là où d'habitude, enfin ressentir une aventure oui, nous faire vivre une aventure là où c'est finalement très souvent des jeux casse-tête avec un thème plaqué où on ne ressent pas grand chose. Là peut-être qu'on peut avoir cette sensation un peu de combat. Ça comme d'habitude c'est 7,90 €. Ensuite à 26 €, un jeu que je n'achèterai pas. Le Rolling Realms Redux, c'est une nouvelle édition, c'est une boîte un peu de luxe pour le jeu Rolling Realms, qui est un jeu de Jamie Stegmaier, hein, donc l'éditeur de Sight et de toute cette maison d'édition qui est Stonemaier Games. Pendant le confinement, il s'était fait un petit kiff, il avait fait un roll and write, un flip and write, je sais plus. C'est quoi c'est Rolling Ride, c'est un Roll and Ride puisque le jeu s'appelle Rolling Realms. Il suffit de réfléchir 2 secondes en fait. Et c'était donc un jeu qu'il avait fait exclusivement solo, qu'il avait donné gratuitement à tous les gens qui s'ennuyaient chez eux pendant le confinement. Et en fait, c'était une version un peu Rolling Rides, un peu roll and write de toutes ces licences. Donc il y avait du Wingspan, il y avait du Sight, il y avait tous des trucs comme ça. Et donc à chaque fois on tirait une petite grille avec des petites mécaniques un petit peu originales, un peu en rapport avec le jeu dont il est tiré. Et il y avait un mode golf où vous aviez finalement un certain nombre de coups de tentatives pour réussir à valider tous les différents scénarios, toutes les différentes fiches qui étaient créées. Plutôt rigolo dans l'idée et plutôt un beau cadeau en mode gratis. Moi finalement j'ai pas été très fan de cette version physique que j'ai achetée, hein. J'ai acheté la version éditée, mais voilà, j'ai trouvé que c'était pas forcément terrible. Et là Rolling Realms Redux nous propose finalement 12 nouveaux royaumes, 12 nouvelles fiches. On les voit apparaître ici qui finalement sont en lien avec des jeux qui n'étaient pas encore sortis à ce moment-là. On a le Dog Park, on a Planet Unknown, on a Flamecraft, on a Tidal Blades. Alors du coup j'ai l'impression que ce ne sont pas forcément que des jeux Stonemaier Games, parce que sauf s'ils font de l'édition, alors sauf s'ils font de la distribution, je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est que Flamecraft et Dog Park c'est pas Stonemaier Games en tout cas en original. Il y a du Atiwa, il y a du Legacy of You, oui, donc là il se permet de prendre des jeux qui ne sont pas du catalogue, donc c'est plutôt rigolo on va dire. Et puis vous voyez qu'il y a une petite boîte pour emmener quelques cartes si on veut se faire un petit plaisir, et puis surtout il y a une boîte de rangement avec des intercalaires. Alors je ne sais pas si les intercalaires sont fournis dans toutes les boîtes ou si c'est un truc en plus, mais du coup ça fait un peu la boîte collector pour tout ranger avec des nouveaux niveaux pour jouer toujours plus à Rolling Realms. Alors il y a 8 intercalaires de fournis, alors du coup je ne sais plus s'il y avait les intercalaires dans la première boîte, s'il faudra les imprimer. Bref, je vous laisse là-dessus, vous voyez qu'il y a un récapitulatif de tous les jeux, il y a même du pierre-feuille-ciseaux, what the fuck. Plutôt rigolo dans l'idée, vous voyez que sur Planet Unknown, on reconnaît directement une planète, alors que sur Atiwa, j'imagine qu'on reconnaît les ressources, on voit les petites citrouilles et les petites chauves-souris, mais ça ne m'avait pas plus convaincu que ça. Sortie très attendue des joueurs solo,
en tout cas très attendu de ma part, et j'étais persuadé que c'était un jeu uniquement solo, mais pas du tout, c'est un jeu coopératif avec un mode solo. Il s'agit de Regicide, qui est un jeu qui est sorti il y a des années en print and play, mais du coup il n'y avait jamais eu de vraie belle édition physique. Et bah c'est Yellow qui s'en occupe, ça va sortir au prix de 12 €. Ça bien sûr que je suis sur le coup, je suis tellement sur le coup qu'en fait j'ai même pledgé Regicide Legacy, qui n'est pas prévu en français pour l'instant, mais qui sortira au courant de cette année. Alors j'ai pledgé la version Legacy sans avoir joué officiellement au premier jeu, donc ça se trouve ça sera une énorme déception, mais je n'en pense pas, parce que je connais quand même plutôt pas mal le jeu, il a belle réputation. Un jeu de Paul Abrahams, Luke Badger, illustré par Sketch Goblin. C'est un jeu finalement qui peut se jouer, si vous ne souhaitez pas l'acheter, avec n'importe quel jeu de 54 cartes. Vous voyez, hein, là ce qu'on a dans la boîte, c'est finalement un simple jeu avec des skins pour s'adapter, mais vous allez pouvoir trouver des versions régicides sur BGG, finalement dans un univers de Marvel et de tout ce que vous voulez. On a du Star Wars, on a bref, ils vont éviter de nous... Moi je veux juste une partie qui est en train d'être jouée pour vous montrer un petit peu le principe. Allez, ça fera pleinement l'affaire. Dans ce jeu de 54 cartes, finalement, vous allez retirer tous les valets, toutes les dames et tous les rois, et vous allez les répartir dans une pile avec d'abord les valets, puis les dames, puis les rois. Vous allez devoir les affronter, sachant que vous allez avoir une main de cartes, vous allez avoir une main de 8 cartes, tirées aléatoirement parmi finalement toutes les valeurs, et il faut savoir que pour vaincre un valet, il faut faire 20 dégâts, il a 20 points de vie. Pour battre une reine, 30, pour battre un roi, 40. Et donc quand vous allez jouer vos cartes, eh bien, il y a deux informations sur la carte. Il y a le chiffre, si vous jouez un 8, il va faire 8 dégâts. Par contre, en fonction de la couleur, donc trèfle, trèfle, pique, losange et cœur, et ben vous aurez un pouvoir spécial. Alors je ne vais pas vous dire le bon pouvoir spécial parce que je ne sais plus à quoi correspond quoi, parce que je n'y ai jamais joué, mais si vous jouez un pique, eh bien c'est une carte d'attaque, donc la valeur vous ferez 2 fois plus de dégâts. Si vous jouez un trèfle, ça va être un bouclier, vous allez pouvoir diminuer les dégâts que vous allez prendre en retour. Si vous allez jouer un losange, vous allez pouvoir piocher, parce que dans ce jeu, si vous ne jouez pas de losange, vous ne piochez pas. Alors l'avantage, c'est que normalement, un quart des cartes sont des losanges, donc vous allez piocher un quart des 4. Mais si vous jouez un 3 de carreau, eh ben, vous avez 3 d'attaque et vous piochez finalement 3 après. Et puis il y a le cœur, il me semble, mais j'ai un petit trou de mémoire, que vous récupérez des cartes de votre défausse pour les remettre dans le paquet de cartes. Et donc finalement voilà, vous jouez, vous faites les dégâts, vous activez le pouvoir et l'adversaire va faire des dégâts. Combien il va faire de dégâts? Il va faire autant de dégâts qu'il lui reste de points de vie. Et donc si vous faites 6 dégâts, eh bien vous allez devoir défausser des cartes de votre main dont la valeur totale est supérieur ou égal à 6 à la valeur que l'on vous met. Donc ça va être un jeu, vous allez devoir choisir les cartes en fonction de leurs effets, garder les bonnes cartes pour pouvoir se défendre et réussir à vaincre toutes les figures, le valet, le roi, les dames, les rois, etc. Sachant que vous avez 2 jokers à n'importe quel moment, vous pouvez utiliser cette joker pour renouveler totalement votre main. Et ça, c'est le petit ajout du mode solo, parce que normalement, c'est un jeu coopératif où on peut s'entraider avec les cartes que l'on a dans les mains. Donc ça, finalement, si vous connaissez les règles, vous avez besoin juste d'un paquet de cartes. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce jeu-là, mais les illustrations sont quand même plutôt chouettes. Et c'est toujours cool d'avoir le vrai objet pour jouer et non pas à un jeu de cartes générique qui ne vous mettra pas forcément dans l'ambiance, mais c'est jouable sans payer un centime. Allez, le gros bébé de ce mois-ci, en tout cas de cette première semaine, qui est nommé au Diamant d'Or alors qu'il n'était pas encore sorti. Il s'agit de Sankoré, c'est localisé par Super Meeple au prix de 65 €. C'est un descendant de Merv, mais je crois plus compliqué, parce que là on est quand même sur du 4,11 sur 5, on est sur une belle bête. Sankoré, The Pride of Mansa Musa, donc la fierté j'imagine de Mansa Musa en français. En tout cas, Sankoré, on reconnaît clairement l'esthétique de Merv. On voit qu'on est au Moyen-Orient. Il y a même ce petit icône avec ce chameau et le petit bonhomme à côté qui ressemble vachement à celui de la boîte de base. Là, on va être au niveau de l'université de Tombouctou et on va devoir finalement donner des cours, apprendre des choses. Bref, ça va être un Eurogame. Je ne sais absolument pas quelles sont les particularités de ce jeu. J'ai essayé de regarder une petite vidéo pour comprendre, mais finalement, au bout de 15 minutes d'explication,
Alors, on en était toujours au début, et j'ai eu du coup un peu la flemme de me taper 1 heure de vidéo pour comprendre quelle était la substantifique moelle de Sankoré. Et c'est ce que j'ai retenu finalement, c'est que c'était plutôt joli, ça prenait de la place, mais que finalement ça a l'air d'être un Eurogame, tout ce qu'il y a de plus classique. Après, ce qui fait la particularité des Eurogames, c'est sa précision, sa manière d'imbriguer les mécaniques et de faire que tout est bien ficelé. En tout cas, il est joli, ça donne envie de jouer. Même sur une version, hein, vous voyez, ça c'est pas une version premium, c'est la version de base, les petits tokens et tout en bois sont vraiment plutôt chouettes. Sankoré, la grosse sortie de ce début d'année. Voilà, on a fini pour ce premier mois, pour cette première semaine, on va passer au vendredi 17 janvier. On va passer sur des gros jeux, quand je dis gros jeux, des jeux un peu chéros, hein, parce que si les 65 € de Sankoré, finalement, c'était pas si cher que ça, là on va passer sur un jeu qui s'appelle Maladoom, avec un prix de malade, surtout si vous prenez les extensions. C'est d'un jeu dont le prix de base est de 120 €, donc vous attendez un bon gros truc. Maladoom Dungeons of Enveron, c'est dans le même univers que Core Space, pardon, qui est du coup un univers un peu fantastique, un peu futuriste, mais là on est vraiment dans la version un peu fantastique. C'est un jeu de Stuart Gibbs et Colin Young. D'ailleurs, il y a une interview de Colin Young sur la chaîne du Troll Savant qui est assez intéressante, qui dure 40 minutes, qui est finalement une explication de ce qu'est le jeu, de ce qu'est l'univers, de ce qu'ils font, ce qui fait les mécaniques. C'est Battle System, l'éditeur. Et finalement, ça va être un jeu qui va mélanger un peu aspect d'escarmouche et aspect dungeon crawler. On va vraiment avoir des donjons, on va vraiment avoir dans la boîte de base des décors pour faire un peu nos micro-niveaux, et ça va pas être des gros donjons qui vont s'étalonner sur plusieurs salles, ça va vraiment être un truc à l'échelle un peu micro, enfin un peu macro plutôt. Ça va être assez près. Alors j'ai pas tout compris quelles étaient les particularités de ce soft, mais ce que je sais du coup, c'est qu'il y a de la figurine, c'est qu'il y a de l'escarmouche, il y a un truc pas très esthétique. On va avoir une plaquette en plastique où on va pouvoir fixer notre personnage. On va pouvoir fixer juste ici, vous voyez, dans l'encadrure de ce truc en plastique, nos équipements, nos potions, nos machins. Et donc s'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, vous ne pouvez pas l'équiper. Et puis vous voyez que en mode flou, vous avez aussi pour gérer vos statistiques des pics un peu à la Mastermind. Ça rend un truc d'une cheaper absolue. Mais bon, ils avaient l'air assez contents de leur petite tablette qui récapitule un petit peu tout. Bref, c'est pas un jeu qui va m'inspirer plus que ça. Dans le genre des dungeon crawlers qui sortent ce mois-ci, il y en a d'autres qui m'intéressent un petit peu plus, mais voilà. Maladoom, ça sort le 17 janvier. Alors bien sûr, hein, c'est tous des jeux auxquels je n'ai pas joué et dont je me suis un petit peu renseigné, mais je n'y connais absolument rien, donc expliquez-moi à quel point je me suis trompé, vendez-moi du rêve, donnez-moi envie de jouer à Maladoom et aux autres jeux dont je vais vous parler. Un jeu qui commence à se faire tarder, mais là on peut espérer qu'il va enfin sortir, il s'agit de Dungeon Legends, dans l'univers des chroniques d'Avel, de Rebel Studio, un jeu de Przemek Wojtowiak, illustré par Bartłomiej Kordowski. Et évidemment, ça va être un deck building familial, un mode un peu Eon Zen, puisqu'on va non pas se battre contre un ennemi, on va se battre contre un scénario. On va avoir, je crois, 4 scénarios différents dans la boîte, avec un matériel qui est, ma foi, assez ouf pour un jeu qui va être à 45 balles, puisque vous voyez qu'on a un petit playmat, on a les différents scénarios qui sont rangés dans des petites boîtes de rangement, tout est assez joli, chaque personnage finalement va avoir des petites particularités, avec un petit peu de double couche, et si les chroniques d'Avel proposaient finalement un jeu de Tower Defense plutôt sympathique, assez familial, assez léger, mais qui pouvait rapporter un petit peu de profondeur, et là, Dungeon Legends propose de faire la même chose dans un univers dans une mécanique de deck building. Donc moi je suis très intéressé, même si je pense que ça sera très simple, clairement ça donne envie d'essayer, et je vous en parle depuis des mois, c'est repoussé, ça devrait enfin sortir là le 17 janvier. On touche du bois, Carnet de voyage de Mido est enfin sorti, donc c'est le prochain sur la ligne. Et je vais aller ouvrir au chat. Ha! J'avais oublié d'allumer les lumières sur les côtés. C'est donc une vidéo qui est dégueulasse depuis le début. Non, bien sûr que ça change pas grand chose à la lumière, mais du coup, la lumière fut, tel le jour divin que nous sommes. Alors, prochain jeu, un jeu où je m'étais tâté mais 3 secondes et demie à le financer sur Kickstarter, parce qu'au départ j'avais bien aimé le design artistique, et puis à y regarder de plus près je me dis qu'en fait c'était dégueulasse, et en plus que c'était Great Games, donc ça sortirait forcément dans la sphère Matago. Eh bien j'ai eu raison de ne pas pledger, d'autant plus que ça a l'air d'être finalement
plutôt naze. Il s'agit de Snow Crest, donc édité par Grail Games, un jeu de Philippe Dubarry et illustré par Kerry Aitken. Voilà pourquoi je vous ai dit que esthétiquement ça me plaisait. J'aimais bien l'univers, j'aime bien l'univers un peu asiatique / animaux, sauf que, bon, en fait, artistiquement c'est quand même pas fou. Le mec, allez, c'est pas moche, hein, moi je dessine pas aussi bien, mais c'est comme un peu léger, un peu, voilà, pas grand chose dans le fond, c'est du minimum syndical. Et puis en fait, le jeu finalement a l'air un peu naze. Je n'y ai pas joué bien évidemment, ça résume pas mal ce qu'on va voir. On va avoir une grille, c'est un tableau building, un tableau de 9 cartes. Et vous commencez d'ailleurs avec un personnage qui a 4 cartes dans le coin. Et au départ, vous commencez même avec une 5e carte. Donc dans votre tableau building de 9 cartes, vous en avez déjà 5 pour commencer. Au petit. Bien sûr que vous allez pouvoir à chaque tour activer une de vos cartes, ou acheter une des cartes pour les mettre sur un emplacement vide et activer cette carte, ou acheter une carte et les mettre à la place d'un emplacement qui est déjà occupé mais pas retourné et activer cette carte. Et quand vous avez activé la carte, ch'touk, vous la retournez comme celle-ci. Et finalement, c'est un jeu où on va récupérer plein de ressources différentes qu'on va pouvoir dépenser pour acheter des nouvelles cartes. Et finalement, on va petit à petit récolter des ressources qui correspondent au point de victoire. Je crois que c'est les Jupiter ou un truc comme ça qui sont ici, ou Jupiter. Sachant que justement, cette ressource-là, quand vous devez en récupérer sur cette carte, vous récupérez aussi, quand vous êtes le dernier à récupérer un des tokens qui est sur la carte, vous prenez la carte malédiction. Donc vous aurez des petits malus. Les autres aussi auront des malus, mais un peu plus faibles. Par contre, en compensation de ce gros malus, vous aurez un petit bonus. Donc il y a un petit peu un jeu sur à quel moment on prend la dernière carte de la tuile. Ça a l'air finalement, somme toute, très classique, avec un tableau building finalement pas tellement inspirant sur la localisation. C'est juste une zone où vous pouvez jouer 9 cartes, mais j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment d'interaction sur les cartes adjacentes. Ça va juste être vous récupérez des ressources et vous échangez des ressources. Point barre, jusqu'à ce que l'un de vous déclenche la fin de partie, et après on regarde les points de victoire. Ils ont l'air de s'amuser les mecs, hein. Ils ont l'air de s'amuser qui est la plus grosse. Oui, c'est moi qui est la plus grosse. Mais en vrai, à part ça, ça a l'air un peu classique. C'est vraiment pas un truc que je vais acheter. La deuxième arlésienne, est-ce qu'elle est plus vieille que Dungeon Legends? Je pense qu'on en parle depuis plus longtemps. Il s'agit de Canal, la réédition, l'édition première française de Orionenburger Canal, qui est du coup faite par Silex, où ils ont retravaillé les graphismes parce que le jeu de base était quand même sacrément dégueulasse. Il reprend aussi la mécanique de la roue du verre, de la roue à double aiguille. Vous voyez que graphiquement c'est pas beau, mais que quand on rajoute la patte à la française, ça devient un poil plus joli. Est-ce qu'on arrive à trouver ça? C'est rigolo parce que c'est quand même une boîte sur laquelle, une page sur laquelle je vais tous les jours, enfin tous les jours, tous les mois, et je ne connais pas encore les photos par cœur. Voilà, ça c'est la version Silex. C'est quand même un poil plus joli, même si ça reste toujours relativement austère, mais entre ça, bien jaune, et ça, moins jaune, il n'y a pas photo. Alors du coup, vous faites la ville de Canal, ou Canal, ça va pas être la ville, ça va être Orionenburger, et du coup, vous créez les canaux autour des tuiles, et vous faites du Uwe Rosenberg classique. Il a des bonnes notes, 8 sur 10. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Je ne sais pas s'il sortira vraiment en janvier, parce que depuis le temps qu'il est annoncé, il est reporté. Mais il est toujours annoncé pour le mois de janvier. Allez, le tout premier Roll and Write du mois sera en fait de Cascadia, sort dans une version Roll and Write. Il y a la version Rolling Rivers et la version Rolling Mountains, je crois. Enfin bref, il y en a un plutôt univers désert et un plutôt univers aquatique. C'est toujours fait par Randy Flynn et illustré par Beth Sobel, donc on est vraiment dans l'univers de Cascadia. Et un jeu, un roll and write qui m'a l'air un peu particulier. Je ne saurais pas vous dire s'il est bon ou pas bon. Déjà, pourquoi il y a deux boîtes? Et la manière de Pokémon, les fiches qui sont présentes à l'intérieur ne sont pas exactement les mêmes, et donc les dés ne seront pas exactement les mêmes aussi. Et sur les dés, vous voyez qu'il y a 4 dés qui seront lancés, qui seront joués pour tout le monde, et on a 2 dés personnels. Sur ces 4 dés, il y en a un où il y a des bonus, des pouvoirs un peu spéciaux, et ces pouvoirs spéciaux sont finalement pas les mêmes entre les deux boîtes. Et donc rien ne vous empêche d'utiliser cette 2 dés là pour jouer avec l'autre boîte, et vice versa si vous voulez finalement rajouter un petit peu de variété. Quand vous jouez, vous avez 2 fiches. Hop, voilà, vous avez... Oh, c'est mignon ce petit chat. Vous avez
La partie la plus importante de votre fiche, ça va être celle-ci, c'est là où vous allez stocker vos ressources. Donc, ce sont les différents animaux que vous jouez habituellement dans Cascadia. Donc, on voit les saumons, on a les buses, on a les renards, on a j'allais dire les daims, mais les chevreuils, là, les wapitis, et on a les ours. Finalement, quand vous lancez tous vos dés, les 4 dés communs et vos 2 dés à vous, et vous allez choisir, par exemple ici, un animal. Donc soit vous choisissez les saumons, vous en avez un là, un là, un là, un là. Donc vous avez 4 saumons. Alors là, je crois qu'il y a 2 saumons d'ailleurs, donc vous avez 5 saumons. Soit vous choisissez les renards, il n'y en a qu'un seul ici. Soit vous choisissez les buses, il y en a un ici. Soit vous choisissez les rennes, il y en a un ici. Donc vous choisissez un type d'animal. Et vous le notez ici. Vous voyez que les mecs, dès qu'ils en récupèrent, ils notent. Dès qu'ils barrent, dès qu'ils en dépensent, voilà, il y a cette ligne-là pour scroller. Donc c'est quand même pas ultra esthétique, cette longue ligne de valeur où vous mettez vos propres ressources. Ça fait un petit peu prototype, c'est quand même pas très sexy, mais bon, peu importe. Et puis finalement, à chaque tour, il y aura une nouvelle carte qui va pop et vous aurez jusqu'à 4 cartes dans la rivière. Et donc vous allez pouvoir dépenser vos ressources pour acheter cette carte. Par exemple, acheter pour récupérer les bonus parce que cette carte-là restera dans la rivière. Vous pouvez dépenser 3 wapitis, 4 buses et un saumon pour pouvoir récupérer ça. Ça, les petites pommes de pin, vous pouvez en dépenser finalement pour avoir des bonus que je ne vous expliquerai pas. Et là, ça vous dit que vous pouvez cocher sur votre grille 3 cases haut. Mais peut-être que vous préfériez acheter cette carte-là qui demande notre ressource. Et vous voyez qu'au-dessus, vous avez des cartes qui finalement, ici, si vous achetez la carte qui est ici, vous avez, je ne sais pas si les saumons que vous avez, ils sont doubles ou que sais-je, mais vous avez des petits bonus qui augmentent le tarif ou réduisent le tarif des cartes qui sont jouées. Et donc, ça vous dit que vous voulez cocher 3 rivières, et vous allez sur votre grille principale et vous mettez ici, vous cochez ou vous mettez je ne sais pas quoi, parce que vous allez avoir par boîte, je crois, 5 ou 6 grilles différentes, et les grilles ont des petits pouvoirs ou des petits trucs particuliers. Donc là, ça vous demande de mettre, je ne sais pas ce que c'est ces valeurs-là, mais des fois, ça vous propose de les cocher, et globalement, ça vous permettra d'obtenir un scoring de fin de partie avec des objectifs à réaliser, et qui donne du coup une simili-sensation de Cascadia. Je ne sais pas quoi en penser, déjà, j'aime pas trop l'idée qu'il y ait 2 boîtes pour un contenu très proche mais légèrement différent. Je trouve que c'est un peu un attrape-pigeon. Certes, c'est pas cher, c'est combien? C'est 20 € la boîte, mais je suis pas fan. Les dés, là en bleu, ils sont jolis, mais quand vous achetez la version jaune, c'est clairement dégueulasse, des dés jaunes avec des petits stickers de saumon dessus. C'est pas très joli, et du coup, je ne sais pas ce que valent les différentes fiches. Elles sont de niveaux différents. J'ai envie de tester parce que j'aime beaucoup tout ce qui est roll and write, etc. Mais je trouve pas ça très esthétique, cette longue ligne où vous utilisez, où vous notez toutes vos ressources, et puis je sais pas, je suis un petit peu dubitatif, j'ai un peu peur qu'on soit vraiment sur de l'attrape couillon, parce que Cascadia savant, et du coup on joue dessus. Allez, on passe maintenant à Flat Iron, qui est le nouveau jeu de Isra C et Shay S. Alors je ne sais plus du tout quels sont leurs prénoms, mais c'est ceux qui ont fait la Cathédrale Rouge, ceux qui ont fait Château Blanc ou encore Shinkansen Zero Kei. Là, on va parler de ce building iconique des États-Unis, le Flatiron, qui ressemble à peu de choses près à ça. L'illusion est totale. Là, vous croirez en plein cœur de New York. Non, ça va être à New York. Broadway, c'est à New York, ça j'imagine, là où il y a toutes les comédies musicales. Bref, et c'est un jeu où vous allez à chaque tour finalement récupérer des cartes qui sont ici. Soit vous récupérez les cartes et vous les mettez sur votre petit plateau personnel, soit vous faites des actions et vous activez par exemple la ligne ici. Pour cela, il faut que vos personnages soient bien placés parce qu'à chaque tour, vous allez placer dans un des quartiers autour du Flatiron et vous faites tout ce qui va être indiqué sur vos cartes en commençant par en haut et en descendant, parce que par exemple quand vous achetez cette carte là, vous choisissez si vous la mettez dans le jaune au-dessus ou en dessous, et du coup c'est pas la même partie de la carte qui va apparaître. Et donc vous allez créer un peu vos moteurs de ressources et d'activation. Là vous gagnez de l'argent, là vous dépensez 2 pour finalement mettre un pilier sur le Flatiron, etc. Le but étant de réussir à créer le Flatiron dans son entièreté et d'avoir le plus de points de victoire. Je ne sais pas trop quoi en penser, je trouve pas ça très joli. Généralement, leurs jeux sont plutôt bons, mais souffrent en solo d'avoir, finalement, même s'ils peuvent avoir plusieurs mécaniques imbriquées, il y a généralement une bonne manière de jouer, avec une manière, si vous l'adaptez, si vous la réalisez bien, de vaincre absolument
tous les automas. Et c'était un peu le problème de Cathédrale Rouge, c'est un peu le problème finalement de Château Blanc, où d'ailleurs vous jouez pas tellement avec l'automa, vous jouez plus pour vous, et puis il y a un automa à côté. Mais voilà, souvent en solo, ils sont quand même assez simples à vaincre, il y a une bonne manière de gagner, et quand vous avez trouvé le petit twist, il n'y a plus aucun intérêt de jouer à ces jeux. Sachant que ce sont des mini-experts, ils sont assez poussés, ça laisse réfléchir, creuser un peu le sujet, mais vous voyez qu'ils sont toujours très accessibles. On est sur de l'initié plus. Et là, je suis pas fan de cette petite réalisation artistique que je trouve pas très très jolie. Ceci dit, ce sont des jeux toujours pas très chers, qui peuvent permettre d'aller sur des jeux un peu plus avancés. Ouais, on est sur du 22 €. Pour le coup, c'est vraiment pas cher. Je vous disais qu'il y avait des dungeon crawlers qui m'inspirait un peu plus que Maladoom. Et bien en fait, il s'agit de Fateforge Chronicles of Khan, un jeu designé par Gordon Calleja et illustré par Youssouf Artoum, Marc Cacha, Max Kozek, Antonio Mustim et deux de plus. On ne saura pas. C'est un jeu qui m'inspire un peu plus. Alors ça coûte aussi un peu moins cher. Fateforge, non, 40 €, ça c'est une extension, parce que forcément ça sera tout plein d'extensions. C'est édité par Don't Panic Game. La boîte de page, 107 €, on est à 10 € de moins. C'est cadeau, c'est moins cher, je vous avais pas menti, mais c'est tout. Alors Fateforge, il y a un truc qui me surprend un peu, c'est que cette boîte-là fait très mature, fait Magic, voire un peu IA, alors que, voilà, on est sur un univers finalement beaucoup plus mignon, beaucoup plus cartoon. Alors on s'en fout des vacances, des photos de vacances, il faut arrêter de déconner. Et vous voyez que là déjà, ça fait plus cartoon, ça fait plus dessin que truc vraiment sérieux, alors que la boîte fait sérieuse. Et les petits personnages, eux aussi, sont... ceux-là, ils font un peu plus mature, mais je trouve que quand on voit cette boîte de jeu, on semble avoir un jeu ultra mature, alors que tout finalement au niveau du jeu fait beaucoup plus mignon, même le choix des couleurs assez coloré, etc. Je trouve que ça dénote un petit peu. Il faut savoir que Fateforge est donc un dungeon crawler où il va y avoir une application qui est prépondérante pour gérer tout ce qui va être le scénario, qui va être pour gérer les choix, qui va être pour traquer vos achievements, et je crois aussi un peu pour les ennemis. Mais sinon, c'est un jeu qui se joue au niveau du gameplay sans l'application. L'application, c'est plus pour le suivi de la campagne. Sinon, c'est un jeu qui finalement repose sur l'utilisation des dés. Vous allez pouvoir améliorer petit à petit vos personnages. Forcément, vous pouvez aller vous déplacer dans différentes zones avec vos petites figurines, mais petit à petit, vous allez améliorer votre personnage, récupérer différents pouvoirs, et vous voyez que si vous voulez activer ce pouvoir, cette charge, eh bien vous allez devoir lancer vos dés et avoir ces deux icônes. Bien sûr que vous lancez les dés et après, en fonction de votre lancer de dés, vous choisissez la compétence que vous utilisez. Il y a différentes ressources, vous allez pouvoir augmenter votre pool de dés avec la couleur qui va définir finalement les ressources qu'il y a sur le dé. Apparemment, le scénario est vraiment très intéressant. Et quand je dis apparemment, je parle d'un mec qui a été payé pour faire une vidéo sur le Kickstarter ou sur la sortie du jeu, donc une information qui vaut ce qu'elle vaut. Un jeu finalement qui a l'air très accessible au niveau du gameplay, parce que c'est lancer des dés et vous regardez ce que vous pouvez valider, donc ça peut être une belle approche. L'application qui permet de finalement gérer le scénario et les choix, pourquoi pas, si ça peut éviter d'aller toutes les 2 secondes dans un gros livre comme ceci pour trouver la bonne entrée. Ça a l'air plutôt cool quand même si je trouve qu'il y a une vraie discordance entre le design plus enfantin / cartoon et la boîte qui fait très, très mature, donc je ne sais pas exactement où ça se situe là-dedans. Mais si je devais jouer un Dungeon Crawler ce mois-ci, ça serait plutôt celui-ci, Fateforge Chronicles of Khan, qui forcément sort avec tout un tas d'applications, mais d'extensions. On est toujours sur le 17 janvier et il sort une petite curiosité que j'ai très envie d'essayer, très envie de mettre la main dessus. Ça coûte 20 €. C'est un jeu de pli coopératif, jouable en solo. Seigneur des Anneaux. Mec, Camoulox, c'est même pas le Seigneur des Anneaux, c'est la communauté de l'anneau et on est plus axé sur les livres. Alors déjà, graphiquement, je trouve ça de toute beauté. On est vraiment sur de belles illustrations qu'on pourrait avoir au niveau des livres. On reconnaît directement Frodo, on voit que les cartes sont très sympathiques, on a finalement le scénario du premier livre, mais vraiment du premier livre, donc on a du Tom Bombadil, on a du Celeborn, etc., on a des choses dont les simples visionnaires même, des films ne connaissent pas, et donc ça raconte un petit peu l'histoire. Donc je pense pas que ça suffise à comprendre tout ce qui se passe, mais c'est plutôt rigolo, on va suivre un peu la campagne, et franchement de manière esthétique, je trouve ça super joli, je trouve ça de toute beauté. Regardez-moi ces cartes.
Franchement, très sympa, on reconnaît directement Galadriel, Gandalf, Bilbo et... merde, j'ai un vieux trou. Le chef des elfes, là, enfin le chef, oui. Bref, tant pis. Après, sinon, c'est un jeu de plis où chaque scénario, chaque chapitre, on aura un petit gimmick supplémentaire, on aura des objectifs, et en fonction du personnage que l'on aura, eh bien on aura des pouvoirs et des objectifs de réaliser un certain nombre de plis. Donc il va y avoir des personnages qui vont devoir vraiment nécessiter d'avoir un nombre de plis bien précis, et d'autres qui vont être un peu plus laxistes et qui vont servir plutôt à aider les autres joueurs, sachant que au niveau du mode solo, on va jouer 4 mains, mais du coup une main qui nous appartient et 3 autres mains où il va y avoir un peu d'aléatoire. Je ne sais pas du tout ce que ça donne en solo, je ne sais pas si c'est bien, mais le seul jeu de pli solo que je connaisse moi, c'est... merde, le truc avec les petits animaux là. Bref, vous voyez très bien du jeu auquel je parle, et bah là clairement, je vais forcément me l'acheter. Je sais même pas chez qui c'est édité ça. Ludum. Petit placement de produit au calme. Office Dog, bon, bah Office Dog, je ne sais pas qui c'est. Mais du coup, ça, c'est un truc que je vais m'acheter. Ça me rend très curieux. Le dernier jeu de ce 17 janvier, après, il nous restera plus qu'un jeu pour terminer la vidéo. Il s'agit d'Inventeur du Tigre du Sud, le 3e de la trilogie du Sud, après la trilogie du Nord, après la trilogie de l'Est. Il ne nous restera plus que la trilogie de l'Ouest. Restez connectés. Un jeu de Sean Phillips, mais aussi de S.J. McDonald comme depuis une paire de jeux. Bah d'ailleurs, je crois que c'est depuis la truc du Sud qui est S.J. McDonald. Je ne sais plus si c'était déjà au niveau de la trilogie de l'Est. Je ne sais plus. C'est toujours illustré par Zonico. Il a des, je ne sais pas s'il a des actions par Garfield, chez Garfield, mais en tout cas, il fait partie de tous les jeux. Et sur cette gamme, je l'apprécie beaucoup. Ça crée une identité à la gamme et ça matche plutôt bien. Alors bah là, on est sur de l'Eurogame. L'Eurogame de cette catégorie-là, ils se sont de plus en plus complexifiés. On avait les Pillards du Nord qui étaient vraiment plus de l'initié. On avait la trilogie des Royaumes de l'Est qui était un peu compliqué, mais là, depuis qu'on est au niveau du Tigre du Sud, on dépasse systématiquement les 4 sur 5, on est vraiment sur des bons gros experts, qui, si on regarde un petit peu de loin, on a l'impression un peu de toujours voir les mêmes jeux. Je ne sais absolument pas ce qui fait, encore une fois, la particularité de Tigre du Sud, parce que comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a rien de plus qui ressemble plus à un Eurogame qu'à un autre Eurogame. C'est toujours la manière dont l'équilibre a été réalisé, les échanges de ressources ont été réalisés, qui font que c'est plus ou moins bien. Alors je sais que, on a des inventeurs qui vont créer des inventions, et donc il y a une mécanique où ces tokens qui valent des ressources, on va devoir essayer de les faire monter sur cette tour, parce qu'à la fin, ils rapporteront de plus en plus de points de victoire. On voit ici 2, 3, 4, 5, j'imagine que c'est ça les points de victoire. Et du coup, ces jetons ressources, ils vont nous coter de l'argent pour faire monter le niveau, mais du coup, ils nous rapporteront des points de victoire, mais attention, du coup, cet argent-là, on ne l'aura pas pour autre chose. C'est le seul truc que j'ai un peu compris du jeu. Apparemment, il est franchement bon. Un très bon expert. Même si 7,9, bon, je m'attendais à une meilleure note, mais en tout cas, les retours que j'ai vus des personnes qui l'avaient financé ou qui l'avaient récupéré à Essen, et donc qui jouent déjà en anglais depuis quelques mois, finalement sont tous assez prodigieusement conquis par le jeu. Voilà. Je ne suis pas sûr que j'y jouerai parce que j'ai beaucoup de retard sur cette série-là et je ne suis pas sûr que ce soit forcément un 4.35 le meilleur pour se lancer dans cette gamme de jeux. En fait, moi, j'ai joué que... c'est même pas au Paladin que j'ai joué, c'est au Vicomte du Royaume de l'Est que j'ai joué. Très très sympa, mais avec un solo, oh là là, il vous met des déculottés comme pas possible. Et enfin, le dernier jeu, il sort le 31. Il n'y a pas de jeu qui sortent en solo le 24 janvier, sauf si j'ai un trou dans mon planning, ce qui est bien possible parce que j'ai enchaîné un Covid et un Limmingo. Je fais plus rien, j'ai pas joué quasiment depuis 2 semaines et c'est la première fois que je tourne une vidéo en 2 semaines, donc on est un peu en PLS. Spectaculaire, j'ai regardé la vidéo de JP cette chaîne québécoise. Vous l'avez reconnu. Spectacular, c'est un jeu édité par Chili Fox, un jeu de Elise Svensson et Asmund Svensson, donc c'est ceux qui ont joué, oui, ils ont joué, mais ils ont fait également un Revive, mais ils ont fait aussi d'autres jeux beaucoup plus familiaux comme celui-ci, un 2,21 sur 5, c'est très simple, ça va être un jeu de pose de tuiles que je trouve, ma foi, absolument dégueulasse. Pourquoi ils ont fait ça Est-ce qu'on est en train de se faire un petit pique-nique dans le zoo de Vincennes? Je ne sais pas, mais c'est franchement moche.
Et c'est la particularité de ce jeu, c'est qu'on va y poser des tuiles, mais on va activer ces tuiles avec des dés. Et vous voyez que l'animal là qui a envie de copuler plein pot, s'il a un dé, et ça lui permettra de marquer plus de points. Et donc forcément on ne peut pas mettre n'importe quel dé sur n'importe quel animal, hein. Bien sûr qu'on ne met pas un 6 sur un hippopotame. Bien sûr que ça serait totalement débile, voyons. Lisez les règles. Et donc voilà, si on a réussi à mettre les bons animaux autour des bons trucs et qu'on a validé tels objectifs et qu'on a réussi à mettre des 2 dessus, on fait plein de points. Bref, j'ai regardé sa vidéo, hein, j'ai regardé toute l'introduction et le scoring des points, j'ai regardé à peu près 20 minutes de cette vidéo, du mode solo qui est un simple beat your score. Ça m'a pas chamboulé des masses, comme on dit, ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Mais Spectacular, eh bien, ça sort à la fin du mois, le 31 janvier. Mon petit doigt me dit que ça sortira pas le 31 janvier et qu'on en parlera au mois de septembre, mais on aura le temps, du coup, de travailler un petit peu plus le jeu. Voilà pour cette quinzaine de jeux. Très franchement, je retiens pas grand-chose. Je vais acheter le microgame, je vais acheter le jeu de pli coopératif Seigneur des Anneaux parce que je trouve ça assez original pour mériter d'être joué. Mais alors, les gros joueurs de jeux experts vont kiffer Sankoré et Inventaire du Tigre du Sud. C'est pas tout à fait moi mon style de jeu. Et sinon, à part ça, il n'y a rien qui m'intéresse, il n'y a rien que je vais demander aux éditeurs. Ça va être un mois plutôt calme et ça va être un mois pour le coup, je vais pouvoir rattraper mon retard parce que j'ai beaucoup de jeux en attente, vu que j'ai quasiment pas joué depuis 15 jours et que même au mois de décembre, j'étais un petit peu en perte de vitesse. Voilà, n'hésitez pas à me dire si j'oublie des jeux, hein, en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des jeux dont j'ai parlé en commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur les liens affiliés si vous voulez procurer. Moi, je récupérerai 7% de votre commande. D'ailleurs, merci, hein. Au mois de décembre, vous avez été 45 à passer par mes liens affiliés, ce qui est assez ouf. Donc, je vais pouvoir partir en vacances. Ce qui est le cas, d'ailleurs, je vais pouvoir partir en vacances à Bruxelles, puisque mardi, je vais aller voir Alex des Jeux en cravate. Je vais me faire une journée de vacances, tout frais payé grâce aux liens affiliés. Ça me permettra de payer l'essence. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.